Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer, le podcast que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Lepsker. Salut Alexis. Salut Fabien, salut à tous. On va retracer ton parcours, ta vie, ton œuvre de ton enfance à aujourd'hui. Et En tu 11 vas heures, hein. pouvoir, Podcast de 11 heures qui vous attend, hein. si tout va bien, si on est bon, Attends. il durera 11 heures. De ton enfance à aujourd'hui. Euh, Avant de te présenter, et je pense que tu vas le faire, tu fais partie des figures que l'on connaît dans le milieu du poker. Tu es aussi écrivain. On parlera de cette facette-là que tu as démarré il y a très longtemps déjà et sur un nouveau registre depuis quelques années. Comment tu expliquerais ton métier à un enfant de 5 ans de façon ludique? Le poker consiste à prendre de l'argent à des gens qui croient être plus forts que toi en jouant sur leur ego. Alors à 5 ans, c'est un peu compliqué, mais c'est comment prendre des bonbons dans la poche de quelqu'un qui consent à te les donner en pensant qu'il est meilleur que toi à ce jeu. Voilà. C'est vrai que l'ego, cette Pour le facette, poker. Ensuite, pour écrire, bah, un gamin de 5 ans sait ce que c'est qu'un livre. Donc, bah voilà, c'est moi qui les écris. ouais, c'est plus facile. Plus facile. Euh, du coup, tu es spécialiste du poker. On va revenir sur ton parcours et ton activité aujourd'hui. Tu as été aussi animateur, commentateur à la télévision, journaliste, auteur, scénariste. J'en oublie? En tout, de ce que j'ai été, ouais, j'ai été restaurateur, hôtelier, chef d'entreprise. J'ai fait plein de trucs, mais bon, tout n'est pas palpitant. Mais je me suis aussi construit sur certains de mes échecs et tout, donc j'assume complètement mon parcours. Tu as commencé dans l'enfance, quand tu étais jeune, à déjà être passionné par la lecture et tu appréciais la lecture très jeune, c'est Mm. ça? Ouais. Oui, oui, bah j'ai pas, c'est un peu indépendant parce que je suis pas tombé sur des profs qui, à l'école, me donnaient envie de lire vraiment. Donc c'est plus mes parents, puis je pense que c'est un goût personnel pour la lecture, oui, oui. Et la scolarité plus tard t'a amené à faire un bac B. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est C'est le bac bac éco, c'est des ça? gens qui ont pas trop envie de travailler, quoi. C'est un peu ça, hein. J'étais pris en carrière, en filière scientifique, et puis bon, je pense qu'il fallait travailler un peu trop pour moi, donc j'ai préféré sécuriser avec un bac B où je savais qu'il n'y avait pas trop de suspense, quoi. À l'époque, c'était plus dur d'avoir le bac que maintenant, mais quand même. Et tu savais déjà ce que tu voulais faire à l'époque, parce que tu as une destinée quand même Non, pas très du tout. variée? Je savais que je voulais bosser, j'en avais un peu marre c'était très prétentieux, hein. J'en avais marre que des profs me disent ce que je devais apprendre, ce que je devais savoir, etc. Non pas que je pensais tout savoir, loin de là, mais j'avais envie d'essayer moi-même, quitte à me planter, quitte à apprendre sur le tas, quitte à apprendre sur des choses très particulières. Mais le savoir général, j'avais fait du droit, je m'étais lancé dans le droit et j'avais des cours de philosophie du droit, d'histoire du droit, des origines à la Révolution. Moi, je voulais faire du droit, je voulais qu'on m'apprenne les lois, quoi. Et en fait, c'est très français de te donner une culture générale de la discipline que tu vas apprendre. Moi, j'avais envie de rentrer dans le dur, quoi. Et j'ai lu que dès jeune aussi, tu étais passionné, tu t'es mis au poker, aux échecs, aux jeux de plateau. Tu Hmm. avais déjà cette appétence-là? Oui, je crois que c'est acquis, ça. Tu vois, C'est- c'est petit à petit, à force de jouer à ces jeux-là, j'ai développé un goût pour ça. Qui est bien antérieur au poker en fait. Bien antérieur au poker. Il y avait des jeux de rôle, il y avait effectivement les jeux de stratégie, les échecs. J'ai commencé à jouer aux échecs, pas à haut niveau, mais je me débrouillais avant de découvrir le poker. Et Qu'est-ce qui c'est t'a mis? un peu la même approche si tu veux, c'est-à-dire que, sauf que j'ai pas été beau aussi loin que dans le poker évidemment, mais c'était le côté j'ai envie de savoir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'être fort, j'ai envie de maîtriser, j'ai envie de battre mes adversaires, etc. On retrouvait déjà les prémices du poker, sauf qu'il n'y a pas de hasard, donc c'est vraiment très particulier de découvrir le poker derrière, parce qu'il y a une grosse part de hasard. Et puis, les échecs, t'as un plafond de verre, quoi. Enfin, il faut une masse de travail considérable pour être fort, juste fort, pas le meilleur, hein. Le meilleur, faut en plus être incroyablement doué. Donc je dis pas qu'au poker il n'y a pas besoin de travail, mais c'est beaucoup plus, t'as l'impression que c'est beaucoup plus accessible, quoi. Oui, on a l'histoire de certains champions du monde qui
qui ont joué au poker depuis quelques mois et qui se retrouvent en haut de la liste. C'est des choses qui ne peuvent pas exister aux échecs, concrètement. C'est absolument, absolument impossible aux échecs. Et tu continues à jouer? Tu es classé? Aux échecs, non, plus du tout. En fait, c'est marrant parce que j'ai arrêté du jour au lendemain alors que j'étais passionné, hein, je jouais tout seul et tout. J'avais un truc Kasparov auquel je jouais dans le métro et tout. Donc j'étais vraiment à fond. Et du jour au lendemain, pendant une partie, je me suis dit que j'éprouvais plus de plaisir. Et le plaisir que j'avais quand je connaissais à peine le déplacement des pièces était plus là du tout. Et que ça déclinait, ça n'a fait que décliner. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, j'ai appris pratiquement pas toutes les ouvertures, mais j'ai appris les principales ouvertures par cœur, le milieu de partie, etc. Et c'est du bachotage, quoi. Donc ça m'intéresse plus du tout. Ça m'intéresse plus pour les raisons j'ai quitté les échecs pour les raisons qui m'ont fait y entrer, tu vois. Aimer le... Ouais. Ouais, d'accord. Et tu as J'ai retrouvé pas réussi à peut-être passer ce... le cap où j'ai été suffisamment fort pour reprendre le goût de la stratégie, etc. J'étais trop dans le par cœur et tout, et ça m'agaçait. Oui, tu recherches aussi peut-être ce côté adrénaline que tu avais perdu et que tu as retrouvé au Ouais, poker. peut-être aussi, parce que quand tu commences à maîtriser le jeu un peu, tu as un adversaire qui est plus faible, tu prends plus de plaisir parce que tu sais que tu vas le battre. Donc il faut trouver vraiment le bon ajustement, parce que si tu tombes sur un adversaire qui est enfin, sensiblement plus fort que toi, t'as aucune chance non plus. Donc c'est très 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 difficile. Au poker, il n'y a pas ce côté-là. Tu as une table de gens faibles, ben, tu vas évidemment dominer, tu vas peut-être pas gagner, mais tu vas dominer, mais voilà, ça sera pas écrasant, quoi. Enfin, sauf dans des rares cas, mais aux échecs, t'as aucune chance. Et est-ce que cela t'a aidé, les jeux de plateau, le poker ou les échecs, dans tes études? Non, non, Non? ça m'a plutôt handicapé, figure-toi, parce que les parties, c'était surtout les jeux de rôle quand j'étais étudiant, les parties de jeux de rôle qui se terminaient à 6 heures du matin, et quand j'avais cours le lendemain et tout, c'était pas évident. Ouais. Non, non, ça m'a pas du Ah, tout aidé. Maintenant, bon, si, peut-être pour l'expression orale, les choses comme ça, peut-être plus à l'aise, plus extraverti, peut-être que ça m'a aidé, oui, mais c'est pas mesurable en fait. alors, si vous êtes étudiant, quand on dit que le poker peut aider pour les statistiques, les maths, ne sortez pas cet argument-là. Non, alors pas du tout, parce qu'en plus d'expérience, le poker est mal vu. C'est pas du tout de l'extérieur, hein, des gens qui jouent pas, c'est pas du tout un loisir fiable. C'est-à-dire que c'est un jeu de hasard, donc vous aurez beaucoup de mal à convaincre qu'il y a de la stratégie. C'est un jeu où ils vont se dire ah, il va venir la gueule défoncée le lendemain matin parce qu'il a joué toute la nuit et il va nous demander une avance sur salaire parce qu'il a perdu de l'argent. Donc c'est beaucoup les inconvénients sont beaucoup plus importants que les avantages que vous pouvez en tirer. Donc si vous jouez au poker, comptez pas là-dessus, ne le mettez pas sur votre CV. Je pense que ça ne peut que vous desservir. C'est triste, hein, parce que Ouais, c'est un jeu intéressant, mais c'est comme ça. Et encore, tu as fait partie de ceux qui ont démocratisé le poker en France et qui lui ont rendu une image quand même un peu plus noble, un peu plus vertueuse que les tripots que Oui, l'on connaissait dans l'esprit des gens. ouais, ouais, Même s'il avant y a ça aurait encore des été. croyances à casser. Ouais, ouais, bien sûr, mais avant ça aurait été pire. Mais en fait, ce que je décris, c'est quand même un peu la réalité. Il y a beaucoup de gens qui se font mal financièrement et émotionnellement avec ce jeu. Donc, quand tu embauches quelqu'un et qui est marqué passionné de poker, sur quel passionné c'est? Est-ce que c'est un passionné de compétition qui est tout à fait raisonnable et qui a juste un esprit combatif, etc. Ou c'est quelqu'un qui est un peu addict, qui va dépenser un peu trop, qui sait pas où est la limite et qui va y consacrer trop de temps. Donc c'est difficile, il y a plein de joueurs de poker, mais ce mot-là ne rassure pas ni ton banquier ni ton futur employeur. Donc voilà, faut le À savoir, proscrire. à proscrire. Ouais, Pour revenir sur ta jeunesse, tu as fait dans ce bac B. Tu es parti en droit après, c'est ouais c'est ça? ça. Ouais. Bah Tu c'était te pas cherchais à une. l'époque ou... Bah, je voulais être avocat parce que je savais pas trop quoi faire. Ça me plaisait bien. Et je pense que j'aurais pas fait un mauvais avocat. C'est un peu dur à dire, mais ça m'aurait plu. Mais comme je viens de te le dire, il y a, tu prends des options et chacune des options c'est pas du droit en fait. J'avais économie du droit, philosophie du droit, histoire du droit, et je me suis dit, mais quand est-ce qu'on va m'apprendre le droit? Quand est-ce que je vais apprendre des vrais trucs, quoi? Et en fait, on m'a dit, ah, bah, c'est en licence. Bon, je vais prendre 3 ans pour apprendre des trucs qui tournent autour du droit, qui sont sans doute très bien, et au final, ça fait des bons avocats, mais moi, voilà, je souscrivais pas à cette façon d'apprendre une matière où on va vous apprendre déjà le contexte, on va vous mettre je me sentais prêt à ce qu'on m'apprenne des choses
réel, quoi, tu vois, sans tourner autour du pot. Ce qui est, bon, moi, j'allais pas évidemment révolutionner l'éducation, mais voilà, du coup, c'est moi qui suis parti. Et justement, tu avais cette envie de large, tu es parti avec des amis faire un raid, c'est ça, à la fin de tes études? Waouh, ouais, j'ai fait un raid en 4x4. Je sais pas d'où tu sors ça, parce que ça, c'est pas grand monde qui le sait. Ouais, ouais, je fais un raid très très dur, vraiment très 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 dur. C'était moralement très éprouvant, physiquement aussi. Alors, j'avais perdu du poids et je peux t'assurer qu'à l'époque, j'avais pas de poids à perdre. Et c'est une vraie leçon de vie sur le. Ça peut paraître bizarre hein, de dire ça, mais sur le courage, j'ai dormi dehors dans des conditions épouvantables. Manque de sommeil, manque de nourriture et tout, parce qu'on avait plus d'argent, on avait tout pété. La voiture avait pété tellement de fois que voilà. C'était une vraie épreuve, mais c'est un beau souvenir du coup. Sur le moment, pas du tout. Hein. Mais, mais, euh, mais c'est avec le recul, ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Ouais. Et ça a dû resserrer les liens avec tes amis, parce que tu es parti avec des amis, c'est ça, à cette époque? Je suis parti avec un pote, on était deux, on conduisait un 4x4, on a fait 12 000 km en un mois, dans des conditions, c'est pas de l'autoroute, hein. Donc ça a été très très, ouais, ouais, très éprouvant. La voiture est tombée en panne plusieurs fois, il fallait rattraper le cortège. Et voilà, bon, c'est pas le résultat parce qu'on a fait avant-dernier, mais on a fini le truc alors que la voiture était dans un état. Donc c'est d'avoir réussi à finir alors qu'on avait 1000 raisons de se faire rapatrier, tu vois. Comme on dit, ce qui compte, c'est pas l'objectif, c'est le chemin que tu as parcouru. Oui, bah, le chemin, il était un peu compliqué, ouais. Et donc, juste après, ou tu me corriges, c'était peut-être un peu plus tard, tu as décidé de partir à New York pour te frotter à la Ah ouais, vie alors c'est réelle, comme après, tu dis. ouais. Ouais. Oui, oui, j'ai vécu à New York quelques mois, 4 mois à Manhattan, et je regarde là par contre un très bon souvenir. Le boulot que je faisais était vraiment difficile parce que j'étais très mal accueilli, très mal. Le directeur général était quelqu'un d'absolument odieux avec les mecs, il était vraiment très très macho dans le sens inverse. Et du coup, ça se passait pas bien mais c'est pareil, ça m'a endurci. Et puis le fait de vivre à New York, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. J'avais un roommate qui est un pote, un Français, qui est toujours un ami très proche. Donc on a découvert New York et on avait des passions pour le heavy metal et pour l'art en général. Donc on se tapait des musées l'après-midi et des concerts le soir, tu vois. Il y a franchement des vies beaucoup plus désagréables que ça. C'est une très très bonne expérience. Et puis bon, ça m'a permis d'être aujourd'hui bilingue, parce que je n'étais pas en arrivant là-bas. Et alors, pour contextualiser, tu es parti là-bas dans l'hôtellerie et la restauration, c'est ça? Ouais, ouais, Te l'hôtellerie, ouais. former? Ouais. Puisque tes parents tenaient un hôtel, restaurant Mes à parents cette étaient époque? propriétaires de plusieurs hôtels dans Paris et ils voulaient que je prenne le relais. Et moi, je voulais pas arriver comme ça et dire, bon voilà, je suis le fils à papa et je sais tout, quoi. Ce qui n'était pas du tout le cas. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Si je fais une école hôtelière en France, je vais arriver avec le même niveau qu'eux, en gros, et je vais savoir tenir un hôtel. Donc c'est bien, mais c'est pas forcément révolutionnaire. Si je pars à l'étranger, je vais peut-être prendre des choses un peu différentes. Déjà, comme je l'ai dit, je vais parler en anglais de façon plus que correcte, ce qui est indispensable, au moins anglais. Et puis, je vais peut-être prendre des trucs que les Américains savent faire et qu'on ne sait pas faire nous. À l'époque, ils étaient très en avance, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces méthodes-là. Donc, je vais aller voir comment ils bossent, les Américains, et je vais essayer d'apporter quelque chose à mes parents, de pas juste récupérer les côtés positifs, tu vois, avoir ma contribution. Donc, et ça a bien marché, hein, j'ai apporté pas mal de choses. Donc, c'était vraiment très positif. Et justement, qu'est-ce que tu as pu ramener dans tes bagages, sachant que la culture est complètement différente, la façon de faire? Qu'est-ce que tu as Bah, réussi à justement, transposer à un modèle français? justement la culture, l'accueil des Américains, c'est un hôtel qui avait 2 tiers d'Américains à peu près. Donc, on les accueillait pas forcément, on les accueillait un peu à la française, donc ça marche bien. Mais il y a des trucs sur lesquels ils attendent, ils ont des attentes, et on n'était pas au niveau. Donc, je ne vais pas citer des exemples, mais il y avait plein de choses sur la façon de les accueillir, de préparer la chambre, comment, de gérer les réservations, etc. Il y a plein de petits détails qui font que j'ai apporté ma petite pierre et ça a permis de passer une vitesse. On est passé 4 étoiles, on était 3 étoiles, on est passé 4 étoiles. Tu vois, sous mon impulsion, il y a eu pas mal de choses de faites quand même. Ouais, c'est une petite fierté quand même.
Oui, 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 bah, il y en a d'autres, mais Oui. bon, c'est un peu loin derrière moi, donc j'ai un peu tiré un trait là-dessus, mais c'était une époque sympa, ouais. Et tu as travaillé combien de temps avec tes parents? Je pourrais pas te dire exactement. J'ai pas trop de repères dans le temps. Puis en fait, D'accord. j'ai travaillé avec mes parents et j'ai fait d'autres choses à côté. Donc Oui, parce ça rend les on va choses un peu floues. découvrir, on va le découvrir, tu as mode multi-projet tout le temps. Ça ne Ouais, t'a pas quitté depuis. ouais, bah oui, oui. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir cette expérience dans l'hôtellerie pour la suite ou en quoi cela a pu te nourrir dans ta quête et ta volonté de faire autre chose? Alors, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est la rigueur. Quand tu es à l'école, tu apprends, mais c'est très facile. Tu as un exercice, tu fais ton exercice, tu as fini ton exercice. Euh, Si t'es pas bon, tu t'en refais un autre, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Là, le boulot, ça s'arrête jamais. Quand tu as des responsabilités, il y a toujours quelque chose. Donc t'es toujours en éveil. Et si tu fais pas bien ton exercice, c'est pas une mauvaise note que tu as, c'est conséquence sur le boulot. Donc et c'est ça, c'est faut être rigoureux, faut organiser les choses, faut tout planifier, faut prioriser, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et le deuxième point, c'est que t'as pas un emploi du temps. T'as pas maths de 9 à 10 euh, et ensuite géographie de 11 à 12, tu vois. C'est pas du tout comme ça. Il faut que tu et ça c'est un peu déstabilisant quand tu as une carrière très très scolaire et que t'as pas fait de stage, de choses comme ça. De partir dans la vie active et de te dire bon comment j'organise mon travail. Et ça aussi on ne l'apprend pas trop à l'école. On l'apprend quand il y a des formations, des échanges en entreprise, etc., des stages. Mais si tu sors et que tu as juste ton diplôme, tu es uniquement en théorique, quoi. Donc ça m'a fait bizarre. J'ai eu quelques semaines un peu d'adaptation un peu violente, mais bon, voilà, ça s'apprend. Comme tout le monde. Mais ouais, comme tout. J'ai découvert en faisant ton parcours, il va falloir que tu me racontes cette anecdote, que tu t'es retrouvé en 97 par hasard au salon de la franchise. Ah oui, oui. Bah en fait, mon père voulait que, je sais pas, je sais même pas quelle était son idée, mais que je m'ouvre un peu, que qu'on voit ce qu'on pouvait faire, s'il y avait c'est une idée à la con, hein. Et donc, salon de la franchise, il y a toutes les marques, des croissanteries, des machins, des marques de literie, de tout ce qu'on veut. Et puis, je tombe devant une machine qui distribue des cassettes vidéo. Donc, alors, on n'est pas en 98, non, on est en 96, un truc comme ça, 95, 96. 96, je pense. Et je vois ce truc-là et ça m'étonne un peu. Donc, je demande une brochure, je demande deux, trois informations. Et puis ça cogite. Et on fait le salon, il y a d'autres trucs, des restaurants, des machins, mais c'est pas mon métier. Enfin, rien n'est mon métier en fait. Et puis j'y pense et je vais voir mon père et je dis qu'est-ce que t'en penses? Il me dit Alexis, je suis complètement largué. Tu me parles de trucs, c'est ta génération, c'est pas la mienne. Je sais pas. Il me dit je sais pas du tout quoi en penser. Donc je fais un P&A quoi, tu vois. Et je me dis, bon, bah, ça peut passer, je pense, je vais essayer. Donc j'achète une machine, à l'époque ça coûtait une tonne d'or, tu vois. Pour moi c'était beaucoup d'argent. Je me dis, bon, on verra bien. Je prends un local que me met à disposition mon père, donc je paye un petit loyer parce que ça prend 2 mètres carrés, tu vois. Et je mets le local en vitrine et je suis le 15e en France à voir ça. Il y en avait pas avant, donc c'était vraiment une aventure pour moi, il n'y avait pas du tout de recul. Parce que les autres n'avaient pas de chiffres, ils existaient depuis 6 mois, tu vois, donc j'avais pas du tout de base. Je me suis dit, j'y crois. Et ça a tellement marché qu'au bout de un mois et demi, je crois, j'ai dit, j'achète tout le local, j'occupe tout le local, ou 3 mois, enfin, tu vois, vraiment très très rapidement. Je prends tout le local et j'en fais un vidéoclub. Et j'ai gardé 7 ans ce vidéoclub, et ça a tellement bien marché que j'étais rentable au bout de 3 mois, je crois. Et j'étais le seul vidéoclub du 6e arrondissement dans Paris. Donc je faisais mes prix, je faisais mes conditions. Mon vendeur de vidéos, on croyait pas ses yeux, quoi. Il me dit, mais t'es le seul à faire des prix aussi chers. Et je lui dis, mais oui, mais on est dans le 6e arrondissement, ils ont pas ailleurs et ça marche, quoi. Il m'a dit, bah profites-en, donc j'en ai profité. Mais en dehors du côté financier où j'ai très très bien gagné ma vie pendant cette période-là, c'était une période vraiment sympa. C'était un commerce très agréable à tenir. Comme quoi, tu l'as dit tout à l'heure en préambule, d'une idée de merde d'aller au salon de la franchise, on peut en faire quelque chose de bien.
Je sais pas si c'était une idée de merde, c'est, tu sais, les idées Non, que tu as des une idée fois, à la con, tu te dis, pardon. Je ouais, me reprends, voilà, ouais, pardon. tu te dis, bah, je sais pas où je vais, je sais pas ce que ça va donner, et puis on verra bien, quoi. 9 fois sur 10, ou même 99 fois sur 100, ça donne rien. Et puis là, c'est pourquoi j'ai insisté sur ce truc-là, pourquoi je sais pas. Je l'ai senti. Et t'es venu du coup cette envie d'entrepreneuriat à cette époque-là? Oui, non, alors non, pas vraiment, parce qu'avant, j'avais déjà monté une boîte de communication en hôtellerie, justement, où je vendais mes conseils sur deux points. Enfin, sur deux points, non, mais j'ai eu deux énormes pics d'activité. Le premier, c'était l'arrivée de l'ordinateur, hein. Moi, je suis un vieux, hein. Mais il n'y avait pas d'ordinateur dans les hôtels. On travaillait sur des grands registres de planning, ça s'appelait des plannings, où on faisait des croix et tout, et d'un seul coup, l'ordinateur arrive. Et il y a plein de solutions de petits malins qui développent leurs ordinateurs pour l'hôtellerie, voilà. Et évidemment, il y en a beaucoup l'écrasante majorité n'allait pas survivre. Donc, moi, j'intervenais auprès des hôteliers pour leur dire, voilà, je vous conseille un tel ou un tel, en fonction de votre capacité, de votre fréquentation, etc. Et moi, je prenais un pourcentage sur la transaction. Donc, c'était pas très rémunérateur, mais il y avait toute la France, tous les hôtels de France à faire. Donc, sur la masse, c'était assez considérable. Et la deuxième vague, c'était Internet. Il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir un site, et t'as pareil plein de malins qui montaient des sites et qui disparaissaient 3 mois après. Donc moi je disais voilà, eux ils sont sérieux, travaillez avec eux. Si vous voulez de la musique, des machins, c'est pas la peine. Enfin bon, je faisais un peu le tri, je les conseillais. Il faut imaginer que des gens, même dans Paris, hein, mais des gens en province, on leur parlait d'Internet, ils n'avaient aucune idée de ce qu'on leur disait. On leur disait, il faut un site Internet, mais ils savaient même pas de ce que c'était. Donc j'intervenais en disant, bah, moi je vais vous expliquer et je vais vous faire travailler avec des gens qui sont fiables. Et le problème, c'est qu'après, il n'y a pas eu de troisième vague. Donc c'était devenu, il aurait fallu que je m'y consacre à plein temps pour conseiller des hôteliers. Tu vois, le marché est beaucoup plus resserré, donc ça s'est arrêté naturellement, quoi. Mais ça a duré un moment jusqu'en 2010, je crois. Tu vas me corriger? À peu 2010, près? non, non, avant, ça s'est arrêté en 2007, je crois, hein. Ouais, ça a été 2007, une... peut-être un peu après, t'as peut-être raison, 2008, ouais. 2008, après, j'ai commencé à me convertir dans le poker. Et Euh, justement, tu as continué pendant ce temps-là ou tu as lâché après tes études le poker? Ou ça t'a suivi, même ah pendant non, cette période? le poker, c'est bien après. Le D'accord. poker, j'ai commencé en 2005. Ah non, non, je dis une bêtise, j'ai commencé plus tôt que ça. J'ai commencé en 2001. J'ai commencé à jouer en 2001, mais j'ai commencé à jouer sérieusement en 2005, je sais pas, je pense à peu près à 2005-2006. À vérifier, hein, je me souviens pas exactement, mais je sais que mon premier gain en argent, c'est 2001. Mais à l'époque, c'était très dur de monter des parties. Donc j'ai dû reprendre vraiment sérieusement autour de ouais, 2005-2006. Au moins, tu te souviens, c'était un franc, le premier Ouais. gros gain. Ouais, c'est en janvier 2001. Donc c'était les euros venaient d'apparaître. D'accord. Euh, comment tu as glissé après sur le poker? Parce que au final, tu étais très spécialisé dans cette agence de com pour l'hôtellerie. Comment ça t'a amené à connaître ce milieu-là, à te faire découvrir? Comment tu as été repéré? Ah, c'est un long cheminement. Bon, déjà, j'avais une appétence pour le jeu, donc c'est déjà important d'aimer ce que tu fais. Et puis, je savais que le plus gros de l'argent à faire, c'était dans l'industrie, c'était pas en jouant. Pour une raison bien simple, c'est qu'il y a peut-être un 0,5% des joueurs qui gagnent très bien leur vie au poker, et encore 0,5% qui gagnent convenablement. Donc, il faut faire partie du 1%. Mathématiquement, c'est très prétentieux de se dire que tu vas en faire partie, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve un biais pour rentrer dans l'industrie où là, je vais pouvoir peut-être gagner convenablement ma vie. Donc, j'avais déjà cet esprit-là. Euh, Ensuite, j'ai failli abandonner parce que j'ai cherché des biais pour emporter des bouquins, pour faire des trucs et tout, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme je le voulais. Et au moment où j'abandonne, il y a quelqu'un qui, je voulais juste rester joueur, il y a quelqu'un qui me dit j'ai besoin de quelqu'un qui s'y connaît en poker parce que je monte un magazine. Moi, je m'y connais en magazine, mais j'y connais rien en poker. Donc, on s'est associé de cette façon-là et on a monté un magazine qui a bien fonctionné, qui a duré avec moi 3 ans et demi. Je crois qu'il a duré 5 ans et demi en tout.
Et je suis resté rédacteur en chef pendant 3 ans et demi. On a monté d'autres magazines liés à celui-ci. Donc c'était la grande époque, il y avait beaucoup de choses. Et j'ai été remarqué par une chaîne de télé qui m'a fait faire des essais pour commenter les championnats du monde que je n'ai pas commenté finalement. Mais j'ai eu ma revanche Bon, quelques années plus tard parce qu'ils m'ont supplié de revenir commenter pour eux quelques années plus tard, ouais. Et j'étais obligé de refuser. Donc mais ouais, ouais, la mort dans l'âme, mais j'étais obligé de refuser. Mais c'est quand même une belle, belle revanche. Euh, et donc, pour revenir à ça, j'ai été pressenti pour être remplaçant aux commentaires de l'EPT. Donc, j'ai fait un casting et ils m'ont trouvé meilleur que le mec que je devais remplacer. Donc, je l'ai remplacé pour de bon. Et c'est lui qui est devenu mon remplaçant. Et au final, bon, j'ai jamais été malade. Donc je suis resté commentateur de l'EPT pendant 12 saisons. Euh, et comme ça se passait bien, et que voilà, on m'a confié un magazine, la construction d'un magazine de poker. Donc c'est un vrai magazine avec des interviews, des sujets, des trucs et tout, assez dynamique. Et ça marchait bien à l'époque, c'était pour le web, ça marchait très très bien. Du coup, le producteur m'a dit, bah, je vais te confier une nouvelle émission, c'est une télé-réalité que je lance, qui va s'appeler La Maison du Bluff. Euh, et tu seras animateur avec Clara Morgan. Enfin, ça s'appelait Poker Mission Caraïbes, le premier. Et du coup, d'accord, ok. Et puis sur le tournage, comme j'étais pas très chiant et pas très exigeant et que j'avais pas des caprices de star de télé, il m'a dit, bah, à la rentrée, tu as ta propre émission, tout en continuant les commentaires. Et puis au final, j'ai commenté pratiquement tous les tournois qui existaient, tous les tournois possibles. J'ai animé toutes les émissions possibles et ça a duré 10 ans. Ça a duré 10 ans et c'est devenu la Maison du Bluff qui faisait 10 millions de spectateurs, enfin des trucs complètement déments. Et voilà, c'est comme ça que c'est. En fait, on m'a confié quelque chose que je ne savais pas faire. J'avais jamais fait de télé de ma vie, j'étais pas journaliste. Et avec beaucoup d'humilité, je me suis dit, je vais prendre des meilleurs, je vais essayer de voir comment on fait. Et j'ai appris sur le tas, quoi. alors j'ai beaucoup de questions qui viennent parce que tu as Ouais. fait un grand pan de ta vie en quelques minutes. Mm. Justement, tu t'es inspiré de qui à cette époque-là? Parce que vous étiez les pionniers quand même sur cette Bah oui, activité-là. on était les pionniers. Alors la facilité, c'est de dire que je me suis inspiré de Bruel, mais c'est pas du tout vrai. En fait, il y a Bruel qui a fait ça avant moi pendant 2 ans, je crois. Je suis pas Ouais, sûr. peut-être. Ouais. Mais enfin, et c'était très très bien. C'était vraiment une très très bonne émission. Les gens en parlent encore maintenant. Mais je me suis pas vraiment inspiré de lui. Je peux pas dire ça. Ce qui est amusant, c'est que dans le bureau du producteur, il me dit pour la Maison du Bluff, Alexis, c'est simple, je veux que tu sois Denis Brognard. Tu fais comme Denis Brognard. Et je lui dis d'accord, d'accord. Je savais pas qui c'était. J'avais jamais vu koh de ma vie. Je savais pas du tout qui était Denis Brognard. Comme je regarde pas le foot non plus, voilà, je savais même pas de qui me parlait. Et je lui disais, ouais, je vois bien, je vois bien. Très bien, ouais, c'est très clair. Et dans ma tête, je me dis, retiens ce nom, tu vas aller regarder sur Internet après. Retiens bien le nom du mec. Et quand je tape, et je fais, ah ouais, ouais, d'accord, il veut comme ça, ok. Et puis finalement, bah, j'ai trouvé ma patte avec un peu d'humour, Hmm. un peu de décalage, parce que la confiance est venue et puis que je sentais que ça passait. Donc j'ai trouvé mon style, ma touche, et voilà, ça l'a bien fait, quoi. Alors pour les non-initiés de l'époque, pour recontextualiser un peu, un poker championnat du monde, le circuit, alors il y a les WSOP tous Hmm. les ans aux États-Unis à Las Vegas, il y a le WPT donc qui était animé à l'époque, comme tu as dit, par Patrick Bruel et Denis Balbir, qui a été une des premières émissions sur Ouais. Canal et qui ont aidé à démocratiser, à faire connaître le poker en France. Hmm, hmm. Et donc toi, l'EPT, l'European Poker Tour, qui avait cette particularité-là, si je me souviens bien, d'avoir une compétition plus large et plus vaste au niveau du circuit, puisque ça traversait un petit peu Ouais. toute l'Europe et il y avait beaucoup Ah, le d'émissions. WPT aussi, hein, c'est pareil. Mais le PT, c'est la Ligue des Champions. C'est simple, c'est la Mm. Ligue des Champions. C'est exactement ça, la Ligue des Champions du poker. Donc, c'est une belle compétition. Et si on voulait dire, bah, les World Series, c'est la Coupe du Monde. Donc, on m'a demandé de commenter la Coupe du Monde. Et j'étais obligé de dire non, je peux pas parce que j'intègre Poker Stars, qui n'était pas sponsorisé par la même boîte. Et vraiment, je le dis avec fierté, mais sans orgueil. Ils m'ont supplié. Ils m'ont dit, mais il y a personne. On a fait passer des castings à plein de gens. Il y a personne d'aussi bon et tout. Et j'ai dit, oh, j'étais au téléphone. Et les gens des World Series qui me
supplie, qui me rappelle plusieurs fois pour me dire, mais si, faut que tu viennes, faut que tu viennes. Et je suis obligé de leur dire non, je peux pas. Et je pouvais même pas leur dire pourquoi parce que c'était secret. J'avais signé avec PokerStars et je pouvais même pas leur dire pourquoi. Donc ils ont dû se dire, il est complètement fou lui. Et ils m'ont dit, si c'est une question d'argent, on peut s'arranger et tout. À l'américaine. Mais oui, le cauchemar, quoi. Et moi, je suis obligé de leur dire non. Mais bon, voilà, j'en ris parce que j'ai au moins eu cette revanche. Je dis une revanche. J'avais très bien pris le fait que de ne pas être retenu. Mais c'est une belle récompense pour mon travail, tu vois. Et donc le PT, pour expliquer un petit peu, ce sont des parties, enfin comme les autres d'ailleurs, ce sont des parties qui sont filmées déjà dans les conditions du direct. Et vous, vous êtes en studio, vous revoyez ces parties-là et vous les commentez et vous J'ai fait en apportez toute direct une aussi, hein. partie J'ai fait en en direct. direct aussi. Ouais, ouais, j'ai fait Ok. aussi. J'ai commencé en direct, en fait, et c'est comme ça que ça s'est bien passé. Ah, la pression. Direct, tu as toutes les mains, hein, donc il n'y a pas de déchets. Tu dois commenter pendant des heures une table finale ou une demi-finale, ou les deux. J'ai fait ça à Berlin, Monaco, Deauville plusieurs fois, euh, Prague, plus peut-être un ou deux, donc une demi-douzaine de fois, je dirais. Et puis ensuite, c'est passé à la télé, donc là, c'était effectivement, comme tu dis, beaucoup plus pro, euh, puisqu'il fallait, on voyait les meilleures images, les meilleurs moments, les meilleurs coups, et fallait commenter pour la télé. Et puis ça a dû apporter une dynamique différente parce que bon, Complètement. le direct, t'as le côté sans filet, mais bon, c'est un peu comme l'Eurovision quoi. Il y a beaucoup de temps mort, il faut meubler. Alors j'ai fait le direct pour la télé aussi. Les autres c'était pour le web. J'ai fait le direct pour la télé. Je peux dire que c'est une vraie expérience, hein. Quand on dit direct dans 30 secondes, Et si que, et que tu as envie que ça dure 3 jours les 30 secondes parce que tu dis non, j'y arriverai pas, c'est l'horreur. C'est vraiment une pression incroyable. Et puis bon, une fois que tu commences à parler bonjour à tous, bonjour Marion, nous sommes réunis pour le PT, machin à Deauville et tout, et là ça la pêche parce que tu te rends compte que tu kiffes, quoi. C'est un vrai plaisir, mais un vrai direct, c'est chaud, hein. c'est chaud. Ouais. On dit souvent que ce sont les 30 premières secondes qui sont les plus difficiles au Bah final. oui, oui, c'est ce que je viens de te dire. Ouais, ouais, c'est tendu, ouais. Ouais. Tout le stress, surtout avant. Ouais. Et donc tu as cette partie EPT. On va revenir aussi sur la maison du bluff et Poker Ouais. Caraïbes. Là, pareil, pour faire une analogie, puisqu'on en fait pas mal, si je te dis la maison du bluff, c'est comme la Starac pour la chanson, mais la danse à moins, tu me rejoins? Ouais, ouais, c'est la Starac du poker, ouais, complètement. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'il y a une partie concours et il y a une partie cours aussi Ouais. et apprentissage. C'est une compétition comme la Starac, sauf que bon, bah, au lieu de chanter, ils jouent au poker en fin de semaine. Et puis il en reste, on en élimine un, deux ou trois par semaine. Et entre-temps, ceux qui survivent ont des cours des cours de coach mental, coach de poker, évidemment. On fait des reviews de parties et puis ils apprennent les probabilités, la rigueur de travail, etc. Et puis il y a de la télé-réalité, on va pas se mentir. Il y a tout un tas de twists qu'on organise, des jeux, des machins, des activités, plus ou moins liés au poker, mais censés les perfectionner. Et à la fin, le gagnant prend 100 000 € quand même. Oui, il y a les codes de la télé-réalité également. Parmi les différentes personnes qui sont sorties de cette émission-là, certains ont quand même réussi à percer et à remporter de beaux Ouais. titres. Mm. Oui, certains qui n'ont pas forcément gagné d'ailleurs, Mhm. euh, mais qui ont, par leur qualité, alors je ne sais pas si la Maison du Bluff a apporté et dans quelle mesure, mais, euh, mais en tout cas, oui, ils sont passés par là et ils ont maintenant, pour certains, un parcours effectivement assez étonnant. Ouais. C'est pas la Et, majorité, mais il y en a quelques-uns. et donc cette aventure-là a duré plus de 10 ans de télé au final. Ça a duré, non, en tout télé, oui, 10 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça se soit arrêté pour toi? C'était En fait, le... PokerStars était propriétaire de la boîte de prod et sponsor. Donc, il jouait sur la fabrication et le financement. Et d'un seul coup, PokerStars sort de France et n'existe plus que de France, d'Italie, d'Angleterre. Donc, il n'y a plus que deux bureaux à l'île de Man et à Malte. Et là, donc, ils dissolvent complètement la boîte de prod et tous les actifs en France. Du coup, il n'y a plus moyen de faire des missions. Ou alors, il faut se tourner vers une autre boîte de prod qui va
vous facturez ça beaucoup plus cher, puisque là, le but de la boîte de prod, ça va être de marger, alors qu'avant, c'était pas de marger, c'était de fabriquer une émission pour PokerStars. Donc, si tu veux, on se retrouvait avec une émission qui, au lieu de coûter 1,3 million, aurait coûté 3 millions, ou peut-être 2,5 millions. Mais voilà, c'est plus faisable, c'est plus réalisable. Et justement sur PokerStar, donc comment ils t'ont découvert et comment ils t'ont Bah, en trouvé fait, le producteur des émissions de télé qui vendait son contenu à PokerStars est devenu patron de PokerStars. Donc il a cherché un directeur de la communication, moi j'étais même pas au courant, il cherchait un directeur de la communication, il a contacté des gens extrêmement compétents chez Winamax, des gens de la télé, des gens des médias, des gens qui est très connus dans la communication déjà beaucoup plus que moi. Et il m'a appelé un jour et il me dit voilà, j'ai pensé à toi. Et je savais pas qu'il y avait tous ces gens-là j'étais en compétition avec ces gens-là, sinon je n'aurais aucune chance. J'ai pensé à toi, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et je lui dis bah écoute, oui. Il me dit non, non, me donne pas une réponse tout de suite. T'as 24 heures, on se voit demain ou après-demain. Bon. Et je vais le voir et je lui pose des questions quand même pour savoir ce qu'il attend de moi. Et il me dit, j'ai vraiment confiance en toi, je veux je veux que ce soit toi. Je dis, bah ok. Je lui dis, mais quand même, je veux garder les émissions de télé. Il m'a dit, j'ai personne d'autre, alors t'es obligé de les garder. Donc on s'est entendu sur ce petit deal-là où je gardais les émissions et je m'occupais de la com. Donc au niveau emploi du temps, j'étais servi, mais je kiffais doublement parce que diriger la communication de PokerStars, c'était quand même un vrai plaisir. Et voilà, il m'a fait confiance. Ça a duré. Bah, lui, en l'occurrence, il s'est fait virer au bout de 2 ans. Et moi, je suis resté 7 ans chez PokerStars. et ça fait partie de tes rencontres, de tes mentors peut-être cette personne-là. On a tous dans notre parcours de vie des rencontres. Mon mentor, je sais pas parce que c'était pas quelqu'un qui. Non, pas un mentor, mais c'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. C'est quelqu'un qui marchait énormément à l'instinct et dans ses qui marche d'ailleurs toujours, je pense maintenant à l'instinct, et dans ses aventures, dans ses investissements et dans les chances qu'il donne aux gens. Il va pas le CV, les dossiers de presse, les machins, les analyses financières, il s'en fout un peu. Il va se dire ça, j'y crois, je le fais. C'est lui qui a lancé la Maison du Bluff. Franchement, il fallait le lancer pour y croire parce que personne n'aurait imaginé que ça pouvait marcher. Et moi le premier. Hein. Si on m'avait dit, tu sais, une télé-réalité sur du poker où ils vont faire des parties pour jouer, pour savoir qui va faire la vaisselle, j'aurais dit, écoutez, votre truc, non, je pense que ça va pas prendre. Bon, ça a duré 7 saisons et ça a eu le succès qu'on connaît. Donc, c'était quelqu'un d'instinct et je respecte énormément ces gens-là qui se plantent comme les autres, mais qui doivent leur succès à leur propre instinct, tu vois, à leur propre courage. Est-ce que tu te reconnais pas un peu là-dedans à être un mec d'instinct par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur ton parcours parce Non, que j'ai tu as pas. ce côté un peu momentum, on dirait quand même, enfin, où t'as Ouais, mais souvent. j'ai besoin de sécuriser beaucoup plus. J'ai Ouais, besoin de beaucoup plus réfléchir avant de me lancer. Je suis pas du tout à sauter dans le vide. Lui, il était capable d'envoyer du lourd avec une intuition, quoi. d'accord. Moi, j'ai l'intuition, je me dis, ah, tiens, bon, alors je vais me renseigner auprès d'un tel, machin, je vais faire un tableau, je vais réfléchir, je vais essayer voilà, je vais tâtonner quand même. Ce Ouais. qui, d'ailleurs, m'a coûté peut-être des trucs que j'aurais pu tenter, tu vois. Oui, avec des si, on Ouais. refait tout le parcours. Mm, mm. Mais avoir ce côté un peu plus analytique. Et concrètement, donc tu rentrais à PokerStar en tant que directeur de la communication, je crois Ouais. que c'est ça, Mm, et mm. ambassadeur. En quoi consistait Porte-parole de la marque, ce qui est énorme, hein, parce qu'il confie vraiment pas ce genre de responsabilité à n'importe qui. Et j'étais au pôle marketing, ouais, ouais. en quoi consistait ton travail là-dessus? Ah, c'est Parce vaste. que c'est très vaste, c'est pour On m'a ça. confié la mission de lancer PokerStars en France quand même, puisque l'offre était pas légale avant. Donc il a fallu faire le lancement. Et au niveau communication, t'imagines que c'est presque le plus gros du boulot. Donc c'était considérable. Avant, PokerStars n'avait pas le droit d'opérer en France. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, en juin 2010, on me dit, ça y est, euh, votre existence est légale, faites ce que vous voulez. Vous êtes une marque à part entière.
c'était cadré parce que c'est du jeu et qu'il ne faut pas s'adresser aux mineurs et responsabiliser les gens sur le jeu excessif. Mais mis à part ces deux contraintes-là, on avait le droit d'attaquer tous les médias et de faire ce qu'on voulait. Donc c'était un challenge incroyable. Bon, ça a décliné d'année en année parce qu'évidemment, le poker était installé, il y avait moins besoin d'investissement. Mais ça a été 7 belles années où j'ai appris énormément de choses sur le marketing, sur la communication, sur les stratégies de groupe, etc. Et donc, tu disais à cette époque-là, tu étais directeur de la communication et porte-parole de la marque PokerStar. Tu avais les émissions de la Maison du Bluff et de l'EPT. Mm. Et tu trouvais aussi du temps pour écrire des livres. Oui, alors là, c'était des livres de stratégie poker. Ouais, C'était tout pas à des fait. romans. Ouais, ouais. J'en ai écrit 2 à cette époque-là, dont un qui, j'en ai écrit 2, ouais, 2, c'est ça. J'en ai écrit un avant d'être chez PokerStars, hein. J'en ai écrit un qui, en fait, celui qui s'est le plus vendu, c'est celui que j'ai écrit au tout début, qui s'appelait Les clés du poker gagnant, et j'en ai vendu 27 000. Donc c'est le bouquin qui s'est le mieux vendu en France, le bouquin de poker le mieux vendu en France. Et ensuite, j'ai écrit La machine à gagner, qui s'est moins vendu, mais qui a fait beaucoup plus de bruit dans le milieu du poker. Ouais. Il a dû passer de main en main, je pense. Comment tu l'expliques, justement, ça? Bah, c'était un bon bouquin. C'est un bouquin où moi, j'ai pas inventé le poker, j'ai pas inventé la stratégie poker, et je suis pas du tout le meilleur joueur du monde. Je me suis jamais vanté de ça, mais je me suis dit, voyons, des bouquins de poker, il en existe déjà plein. Et pourtant, j'ai l'impression que je retrouve toujours les mêmes choses, toujours les mêmes conseils, et les gens ne comprennent toujours rien. Donc, est-ce qu'il ne faut pas trouver une nouvelle méthode? Et à force de commenter des amateurs, parce qu'on parle de l'EPT, des tournois, des championnats, etc. Mais à côté de ça, je commentais des parties d'amateurs. Et je me disais, mais comment ils peuvent aussi mal jouer, quoi? Comment ils peuvent ne rien comprendre à ce point-là? Et alors qu'ils avaient un bagage. Ils jouaient en club, ils lisaient des livres, ils lisaient les mêmes livres que moi, et ils jouaient n'importe comment. Je me disais, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne le poker. Et je me suis dit, il faut que je trouve une méthode pour leur faire comprendre différemment. Et j'ai réfléchi, ça m'a pris du temps, et j'ai trouvé cette méthode. Et donc je l'ai mis dans ce bouquin qui s'appelle La machine à gagner, qui, encore une fois, n'apprend rien sur la stratégie, mais te donne une méthode pour approcher la stratégie d'une façon différente, inédite. Et du coup, ce bouquin était complètement révolutionnaire parce que justement, il met l'individu, le joueur, au centre de la réflexion, au lieu de lui dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Là, je lui disais on va réfléchir ensemble, on va se poser, Mm. on va réfléchir. Et ben, ça a beaucoup plu, parce que justement, c'est ce que les gens voulaient, apprendre à réfléchir, plutôt qu'on leur dise ce qu'il fallait faire, ce qui n'était jamais exactement adapté à la situation, tu vois. Donc c'est un bouquin qui a bien marché. Ensuite, j'en ai écrit 3 autres. Ouais, 3 autres. J'en ai 4 en tout. Et oui, 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 ça se vendait bien. Ça s'est longtemps mieux vendu que mes bouquins policiers, hein. J'ai mis du temps à battre leur record, quoi. Le record des 27 000. Des clés du poker gagnant, ouais. On va en parler des romans policiers. Euh, Comment tu t'es mis à l'écriture, justement, parce que tu avais ce côté plume à travers le magazine, mais j'imagine que autant ça peut te servir, autant c'est quand même une approche sensiblement différente. Ouais, alors pour être honnête, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps, hein, donc j'ai dit exactement le contraire dans d'autres interviews, mais j'avais déjà essayé d'écrire des bouquins. Mais c'était il y a très longtemps, enfin, c'était différent, donc c'est aussi pour ça que j'ai oublié. J'ai pas du tout voulu, c'est pas volontaire, un oubli volontaire, mais j'avais déjà essayé d'écrire, donc ça me travaillait, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que quand PokerStars s'est arrêté, j'ai eu une promesse d'embauche qui courait 1 an et demi après PokerStars. Je savais que j'avais 1 an et demi devant moi. Donc soit je foutais rien, soit je m'occupais, et comme j'avais pas de problème d'argent puisque mon salaire était payé, donc je me disais bon, soit je me la coule douce, soit j'essaie de faire quelque chose. Et je me suis dit c'est l'occasion. J'ai toujours voulu écrire, c'est l'occasion d'écrire et de voir de quoi je suis capable. Donc je me suis lancé, et premier chapitre, je me dis bon tiens, c'est pas si mal. Bon, on en fait un deuxième. Et je fais un deuxième, je me dis ouais tiens, ça mène quelque part et tout. Troisième. Au bout de 5 chapitres, je me dis bon, là, on va prendre les choses sérieusement, on va essayer de se structurer, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais en tout cas, ça me donnait envie de continuer. Je sentais que j'avais pas de recul pour savoir si j'étais bon ou pas, mais en tout cas, ça me plaisait. Donc j'avais du plaisir à écrire.
je me suis dit, bon, on va continuer, hein. Et donc là, ce sont les bouquins poker ou romans dont tu parles? Parce que Non, si tu là, fais un poker les start, c'est romans. roman, c'est des J'avais romans, déjà c'est des romans. sorti, Ouais, mes 4 bouquins de poker. ouais, ouais, d'accord. Et alors, on va y revenir sur les romans. Juste sur cette période-là, il y a quelque chose pour les gens qui ne connaissent pas un peu le milieu, etc. Mais pour contextualiser, tu as fait partie, et tu le fais toujours de par ton activité, partie des visages les plus connus qui représentent le poker en France. Tu as Mm. même été élu, je crois, en 2013 comme le deuxième visage du poker, dont on appelait le directeur à la Maison du Bluff, mais deuxième visage aux côtés de Patrick Bruel. Ouais. Euh, Tu t'attendais à avoir tout cet engouement autour de toi et de ta personne au final, au-delà de ton Bah, travail? non, quand j'ai commencé, je m'attendais pas du tout à arriver à ce niveau-là. J'ai eu assez vite une petite notoriété parce que, bon, ouais, comme je disais, j'étais rédacteur en chef d'un magazine et je commentais des émissions, j'animais des émissions, donc assez vite c'est venu. Et puis c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup de stars, entre guillemets. C'est un mot un peu grand, mais de gens qui sont mis en vitrine, qui sont connus, tu vois, dans le milieu du poker. Il n'y en a pas non plus énormément. Donc je suis monté assez vite et effectivement, avec la Maison du Bluff, avec les émissions que j'animais sur des chaînes de sport, des choses comme ça, je touchais du grand public. Donc j'étais connu au point qu'on me reconnaissait dans la rue. Je pouvais pas sortir dans la rue, enfin chaque jour. Chaque jour, je faisais mon selfie ou à l'époque, il y avait des autographes, hein. Euh, mais c'était plutôt agréable. C'était pas une célébrité pesante, tu vois. Et c'est venu assez vite. C'est venu assez vite et c'est resté pendant longtemps quand même. Et ce parcours-là et cette médiatisation-là te sert aujourd'hui de par tes romans? On te reconnaît, on arrive à faire le pont ou pas du tout? Oui, Parce que oui, c'est... mais c'est plus anecdotique si tu veux. Quand tu veux vendre un bouquin, là je parle de bouquins de polar, hein. Tu tapes Voilà. un public tellement large que tu peux pas compter que sur le public poker et les gens qui te kiffent parce que déjà c'est pas du tout affinitaire. Euh, le lecteur moyen d'un polar, c'est une femme, alors que le joueur de poker moyen, c'est un homme. Donc déjà, tu as un vrai problème, c'est que c'est plus du tout le même public. Euh, donc non, non, je me suis pas appuyé là-dessus vraiment, mais par contre, je me cache pas, tu vois, j'essaie pas de séparer, de cloisonner absolument les domaines. Ce serait impossible. Donc, il y a toujours plusieurs projets à Oui, la oui, fois. ce serait impossible, et puis j'ai pas honte hein, de ce que je fais ni d'un côté ni de l'autre, au contraire, je suis plutôt fier, donc j'ai pas de raison de le faire. Et donc, tu parlais de l'écriture de ces romans-là, notamment sur cette période-là où tu as écrit pendant un an et demi ce premier roman. Mhm. Donc, c'était la période 2018, tu l'as sorti en 2020. Euh, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as fait comme pour les émissions télé où tu t'es un peu inspiré de certaines personnes ou ça a été de Ah, façon... ah non, pas du tout, non, 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 bah, non, j'ai beaucoup lu, mais je me suis pas inspiré. En fait, c'est très marrant parce que les gens qui écrivent pas, et c'est pas un reproche hein, que je te fais, mais s'imaginent que on est obligé d'aller copier, d'aller chercher des trucs et tout. C'est exactement l'inverse. C'est qu'on écrit les bouquins qu'on a envie de lire et qu'on trouve pas ailleurs. Je pense que quelqu'un qui est satisfait des lectures qu'il fait, il écrit pas. Et les gens qui écrivent, peut-être que je généralise, hein, mais les gens qui écrivent, c'est qu'ils ne trouvent pas les bouquins qu'ils ont envie de lire. On écrit pour. Enfin, moi, je sais que j'écris pour combler un trou, quoi. Ça veut pas dire que tous les bouquins que je lis sont pas bons, hein. Il y en a des meilleurs que ce que j'écris, malheureusement pour moi. Mais c'est juste une question de style et d'envie de raconter une histoire. On a envie de raconter sa propre histoire. Et on a toujours l'impression qu'elle est meilleure que les autres et qu'on écrit mieux voilà, et que ça va être génial. Ce qui n'est pas toujours le cas, en tout cas pas. Enfin bon, on n'écrit pas toujours les meilleurs bouquins, mais on croit le faire et on le fait avec cœur et on le fait avec sa volonté à soi, quoi, et son style à soi. Donc moi j'étais parti là-dessus en me disant je veux écrire mon livre et je vais certainement pas aller copier sur d'autres. Euh, et, et ce qui est d'ailleurs beaucoup plus déstabilisant, hein, parce que tu pars avec ton propre truc et tu te dis je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas de quoi je suis capable. Ouais, et puis c'est un côté, l'écriture, pour avoir discuté avec certains, vraiment un côté introspection et créativité avant de le livrer aux autres. C'est vraiment le soi face à soi et face à la Ouais, feuille blanche, quoi. ouais, ouais, c'est exactement ça. C'est que
Il faut tout inventer, tout inventer. Est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il pleut pas? Est-ce que je parle au présent, est-ce que je parle au passé? Est-ce que je mets je ou est-ce que je mets il? Il faut tout construire du début jusqu'à la fin et faut être cohérent, faut que ça soit harmonieux, faut que ça ait un sens. Donc chaque choix, chacun des choix que j'ai viens de t'évoquer, plus des milliers d'autres, doivent arriver à construire quelque chose de cohérent et dans lequel le lecteur va se retrouver. Et bon, bah, si ça marche, c'est un hasard incroyable quand même, parce qu'il y a un tel paramètre, il y a tellement de paramètres qui font que tu peux faire de la merde, écrire à côté tomber à côté de ton sujet. Donc voilà, c'est la belle histoire, c'est que ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Et au final, tu as mis combien de temps à écrire ce livre? Parce que j'imagine Un mois et que demi. les maisons... Combien? Un mois et demi. C'est rapide. Ouais. Au final, parce que j'imagine aussi que les maisons d'édition, sans te faire des propos qui ne sont pas les miens, mais les maisons d'édition ne t'attendaient pas quelque part. Ils ne te connaissaient pas en tant Ah, mais qu'auteur de polar, donc les maisons d'édition, elles attendent personne, hein. elles attendent personne. Ah non. Comment tu peux expliquer ce cheminement-là? Parce que quand on voit le résultat derrière, on va en parler, c'est assez exceptionnel. Écoute, moi, ce que je voulais pas, c'était envoyer mon manuscrit par la poste, parce que je savais que ça finirait à la poubelle. Je me suis dit, mon problème, c'est que je serais pas lu. Donc mon bouquin n'aura pas sa chance. Et ça, c'est vraiment ce que je voulais pas. Donc j'ai perdu du temps. J'ai perdu beaucoup de temps. J'ai dû perdre un an à trouver quelqu'un qui pouvait passer mon manuscrit à quelqu'un. Parce que je connais personne dans l'édition. Je connais personne voilà, j'ai un copain écrivain et c'est tout. Donc j'ai fait appel à lui et je lui ai dit voilà, est-ce que tu peux me présenter est-ce que tu connais quelqu'un, machin. Il a appelé quelqu'un devant moi qui n'a pas répondu. On a perdu beaucoup de temps parce que dans ces cas-là, on perd beaucoup de temps. Il l'a rappelé, on a redéjeuné ensemble plusieurs mois après. Il l'a rappelé, n'a pas rappelé. Moi, j'ai mis du temps à l'avoir, donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mois. Et au final, j'arrive à obtenir un rendez-vous à l'arrache, entre deux rendez-vous, où je peux remettre enfin mon manuscrit en main propre. Et donc j'avais atteint mon objectif. Après, si on me dit c'est de la merde, c'est de la merde. Malheureusement, j'y peux rien. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'une semaine, l'éditrice m'envoie un SMS en me disant je suis conquise, on signe. Et c'est Michel Lafon. Donc c'est mon Juste ça. premier essai transformé quoi. Donc ça c'était pas mal. Mais ça a coûté un an de ma vie quand même, tu vois, où j'ai peut-être pas un an, mais une dizaine de mois, euh, où j'ai attendu le bon créneau pour tirer, tu vois, le sniper patient. Et bon bah ça a payé, mais j'aurais peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'aurais dû envoyer mon manuscrit, j'aurais peut-être gagné un an, je sais pas. Ou pas? Et puis tu es édité dans une maison d'édition On va pas prestigieuse. refaire l'histoire parce que ça s'est bien terminé, donc on va pas essayer d'être plus gourmand. Mais oui, oui, c'est une belle rencontre, ouais. Belle histoire. Et donc, ce bouquin-là s'appelle Et avec votre esprit, qui Ouais. est ton premier roman, ton premier polar. Mm. Euh, et ce qui est assez fascinant, enfin, que moi j'ai trouvé fascinant, c'est que dès ton premier bouquin, tu as réussi à avoir des prix de par la critique et de par la presse au bout du premier bouquin. Ouais, alors ça s'est quand même mal passé au début, puisque je sors le 17 février et que le 15 mars, on est en confinement pendant 2 mois où tous les magasins sont fermés. Et quand ça se termine en mai, les libraires se disent, bon, qu'est-ce que je peux bien virer pour faire de la place pour les nouveautés? Bah, Lebsker, hein. On n'a jamais entendu parler de ce mec. Donc j'étais évidemment parti. Mon bouquin ne s'est absolument pas vendu. J'en ai vendu moins de 2000. Ce qui, au final, n'est pas une catastrophe. Mais c'était pas mon ambition. C'était pas l'ambition de Michel Lafon. Donc voilà. Donc c'est un échec commercial cuisant. Et je me suis dit, bon, bah voilà, j'aurais écrit un bouquin. Je peux pas expliquer au monde que c'était sorti pendant le Covid. Tout le monde s'en fout. Et les gens, je sais comment ça marche. Ils ne fonctionnent qu'aux chiffres. Et puis sur ce, mon éditrice m'a dit non, non, mais on renouvelle ta confiance, enfin notre confiance en toi, et on te signe pour un deuxième. Ok. Sur ces entrefaites, le premier bouquin, donc Avec votre esprit, sort en pocket, et là remporte le prix des Nouvelles Voix du Polar, auquel tu faisais allusion, qui change complètement la donne, puisque le bouquin était parti pour se vendre en poche à, je sais pas, 3 à 4 000 exemplaires, et j'en vends 40 000. Donc,
je suis même un peu plus. Donc c'est plus du tout le même délire. Et le mangeur d'âme fonctionne convenablement, en poche se vend très bien. Et puis voilà, ensuite ça a donné les autres qui progressent en fait à chaque bouquin, quoi. Et Le Mangeur d'âme, donc c'est ton second bouquin Ouais, qui est sorti l'année suivante. oui. Tu peux nous en parler un peu parce qu'il a une vie hyper particulière, ce bouquin-là. Oui, bah il vit déjà un peu plus confortablement. Alors c'est pas non plus idéal parce qu'il sort pendant le pass sanitaire, celui-là. Quand on n'a pas de bol, on n'a pas de bol, tu vois. Donc, mais ça va un peu mieux parce que le pass sanitaire, il y a quand même, il y a que les grandes surfaces qui ne peuvent plus vendre de bouquins. Donc, ça me prive quand même des Cultura, de quelques Fnac, etc. Mais bon, j'arrive à en vendre un peu. Et c'est un bouquin qui est repéré par un producteur pour être adapté au cinéma. Et j'y crois dès le début. Je me dis, je sais pas. Je pense que ça va aller jusqu'au bout et ça va jusqu'au bout puisque le film sort dans quelques semaines, le 3 avril très exactement. Euh, donc c'est vraiment là aussi la belle histoire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un bouquin qui est pas du tout grand public. C'est un bouquin dur sur des disparitions d'enfants, sur un double meurtre très violent et sur des choses très bizarres qui se passent dans un village de montagne. Euh, Très feel good. ouais, voilà, ouais, c'est printanier, tu vois. Donc, et voilà, donc ça va faire un thriller que j'ai vu, qui est, voilà, je pense très efficace. Euh, et voilà, donc c'est la belle histoire après 2 bouquins seulement. Ouais, c'est extraordinaire parce qu'au final, comme tu dis, tu n'étais pas attendu et personne ne t'entendait là, peut-être aussi. Ouais. Et tu te retrouves au bout du second bouquin à vivre des choses Mm. que certains n'ont pas eu au bout d'une vie d'écrivain. Ouais, ouais, bah, l'écrasante majorité des auteurs seront jamais adaptés ou ils n'ont jamais été. Et moi, je le suis au bout du deuxième bouquin, mais j'en suis très heureux. Hein, je boude pas mon plaisir. Je considère pas que c'est normal. Je, je savoure justement le fait que ça soit difficile et que j'y sois arrivé. Comment tu accueilles justement ces critiques qui sont bon, globalement positives, mais tu as peut-être eu, je sais pas, des critiques dans le milieu, qui c'est celui-là, il vient nous voler la place, enfin. Non, pas du tout. Pas du tout, Non? pas du tout. Non, 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 j'ai été très très vite, très bien accueilli. Déjà par Henri Levenbrück, donc que j'ai pas cité tout à l'heure, qui m'a permis de rencontrer cette éditrice et qui est quelqu'un de bienveillant et d'assez fraternel dans son approche des gens. Donc il m'a tout de suite présenté à tout un petit groupe d'auteurs avec qui je suis très pote, avec qui j'ai une amitié sincère. Et puis petit à petit, ça s'est élargi à d'autres auteurs et autrices. Et on fait un groupe, je pense, de gens bienveillants. Et c'est assez rare. Il n'y a pas de, j'ai pas décelé de jalousie ou de volonté d'écraser les gens. On veut tous vendre plus, mais on est conscient que c'est pas en disant du mal du petit copain que ça va arranger nos affaires. Donc on essaie d'être au contraire assez solidaire et entre 2 discussions sur les bouquins, on dit plein de conneries. Donc non, non, on passe un bon moment. J'ai pas du tout ressenti ce côté secte des auteurs et qui t'es toi le petit nouveau. Non, je l'ai pas ressenti. Je crois que mes prédécesseurs l'ont ressenti avec la vieille garde du polar à la française, tu vois. Mmh. Mais la nouvelle vague entre guillemets, pas du tout. C'est chouette d'avoir Ouais, cet ouais, esprit bienveillant, et absolument. aujourd'hui, vous envoyez même les manuscrits? Vous relisez, vous vous aidez, vous vous challengez un peu entre vous? Ouais, alors il faut avoir Pas vraiment jusque-là? confiance. Moi, je l'ai Ouais. fait un peu, mais c'est très nouveau et je le faisais pas et c'est compliqué. Ouais. On fait pas trop ça quand même. Mais par contre, on peut demander des conseils. Moi, je demande beaucoup de conseils, tu vois. Des gens qui sont plus anciens que moi dans l'écriture et qui ont plus de succès que moi. Donc, il y a forcément quelque chose à tirer, tu Et donc ce film, sort le 3 avril, c'est vois. ça? Oui, ouais. Ce sort le 3 avril. Tu peux nous le pitcher un petit peu, au niveau des acteurs et bon, de l'histoire, tu l'as un peu, Ouais, bah, l'histoire, bon, c'est une histoire un peu glauque d'un gendarme qui recherche 3 enfants qui ont été kidnappés. Et le seul début de piste qu'il a le mène dans un chalet de montagne où un double meurtre a eu lieu. Et il rencontre au tout début l'enquêtrice chargée de résoudre le problème l'enquête sur ce double meurtre. Donc ils ont 2 enquêtes parallèles et ils s'unissent pour essayer de résoudre ça. Et très vite, ça les ramène à une vieille légende qui s'appelle le Mangeur d'âme, une légende locale qui ressurgit de façon régulière et
pas très catholique. Voilà. Et on a Sandrine Bonner, Virginie Ledoyen et Paul Ami au casting. Juste ça. Francis Renaud aussi qui tourne beaucoup de polars et là qui a un rôle un rôle de composition assez étonnant. C'est génial. Tu as dû vivre une émotion particulière en assistant au tournage de l'adaptation de ton livre. Ouais. Bah, j'ai eu un passage où j'avais les larmes aux yeux, tu vois, parce que déjà 70 personnes pour ton bazar que t'as écrit tout seul dans ton bureau. Tu te dis de tout ça, tout ce bordel-là, les lumières, les machins, les grues, les caisses entières de matos, des camions partout, des smirmorgues dehors. Et ça, c'est mon bordel. Donc ça, c'est déjà un peu étonnant. Tu te dis, putain, tout ce merdier pour moi. Et puis t'entends les dialogues. Tu vois, c'est assez poignant, quoi, d'entendre des trucs que j'ai écrits. Donc oui, ça fait plaisir. Et donc là, tu as sorti un troisième livre. Et le prochain, dans les prochaines semaines, tu peux nous en parler un petit peu? Non, j'en ai sorti deux depuis. Tu as J'ai sorti sorti, Les oui, les Poupées et poupées, oui, Hurlements. Ouais. tout Alors, à fait. Les Poupées a vraiment bien marché dès le début Mm. et en poche aussi. Donc là, il n'y a pas eu de passe sanitaire ou de conneries comme ça. Donc il a pu se vendre normalement. Et Les Poupées, la particularité, c'est que j'ai eu beaucoup de prix. Donc Ouais. ça l'a vraiment lancé. Moi, c'est un bouquin dont je suis très fier parce qu'il n'y a pas eu il y a pas eu de médias. Et il a quand même rencontré le public parce que par les prix et puis le bouche à oreille, les blogueurs ont joué le rôle. Et je leur suis vraiment très reconnaissant. Encore une fois, j'ai pas eu le soutien de radio, de télé, etc. Donc ce succès, c'est le succès des lecteurs et voilà, j'en suis très fier. Et puis j'ai embrayé sur Hurlement, qui est pas vraiment la suite, mais qui est une continuité des poupées et qui marche encore mieux. Le départ est encore plus prometteur que les poupées, donc voilà, j'ai augmenté mes ventes de 62%. J'ai appris ça la semaine dernière. Donc c'est une belle progression quand même. Et qui a déjà remporté des prix aussi. Et qui a remporté des prix aussi, ouais. Et puis c'est pas fini, je suis encore sélectionné pour des trucs. Chouette. Bah, Mm. d'ici à ce que ce soit diffusé, vous aurez le résultat. Ouais, peut-être, oui. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'au final, d'une aventure où tu n'as pas les médias, où tu n'as pas la carte, comme on peut dire, les entrées, etc., tu arrives à faire des bouquins qui sont lus par la critique, qui ont des dizaines de milliers d'exemplaires vendus et qui se retrouvent adaptés au cinéma. Enfin, tu as ce côté, des Ouais. fois, tu peux avoir ce côté un peu ovni. Oui, mais là aussi, je suis content. Tu sais, tous les auteurs veulent vendre un peu plus, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question quand on raconte une histoire, on a envie que tout le monde l'écoute. Bien Voilà. sûr. Donc c'est une ambition, mais c'est pas l'appât du gain. Même si je refuse jamais le chèque de mon éditeur, hein, je vais pas dire le contraire, mais euh, c'est pas du tout une question d'argent, vraiment. Mais à un moment, il faut avoir les pieds sur terre et se dire d'où je pars. Je pars de un bouquin que j'ai écrit avec cœur, mais sans savoir où j'allais, et avec la lucidité de me dire à tout moment qu'à chaque phrase que j'écrivais, je ne serais probablement pas lu, pas édité. Donc c'est terrible d'écrire dans ces conditions-là en se disant j'écris parce que ça me fait plaisir, mais il y a toutes les chances pour que ça parte à la poubelle et que ça ne donne rien. Donc Grosse part d'incertitude. il faut de l'ambition pour ton œuvre et de l'humilité pour le résultat, tu vois. Donc c'est deux sentiments très antinomiques. Et bah, j'ai réussi cet équilibre-là et j'ai réussi à me faire plaisir pendant tout le processus d'écriture. Donc quand tu pars de ça et qu'on te dit tu seras édité chez Michel Lafon et ça va bien se passer, tu auras des prix et tu vas être adapté au cinéma, tu te dis non mais j'aurais signé pour beaucoup moins que ça avant, tu vois. Donc, il faut avoir un peu de lucidité, d'humilité. J'ai toujours beaucoup d'ambition, mais je suis content. Je suis très content. Ah, tu as de quoi être content toujours. Ouais. Et comment ça se passe? Donc là, tu as un contrat pour les prochains livres également. Tu vas continuer sur cette lancée-là. Quels sont Non, tes projets à moyen terme? moi, je refuse de signer des contrats pour des bouquins que j'ai pas en tête. C'est une forme de sincérité vis-à-vis du lecteur. C'est que si j'ai pas d'histoire, je vois pas comment je vais écrire un livre. Donc, je veux pas être tenu par un contrat. Euh, Dans le contrat, il y a contrainte hein, quand même. Ça ressemble beaucoup. Euh,
je veux pas de contraintes. Je veux que ça reste un plaisir. Je veux écrire des histoires que j'ai envie de raconter. Je vais te faire une confidence. J'étais là, donc là, je sors un nouveau bouquin qui est fini et je réfléchis déjà au prochain. Et j'avais pas d'idée. Et je me suis dit, mais je suis en train de rentrer dans ce que je dénonce depuis des années, c'est-à-dire de l'auteur qui se dit, il me faut une histoire, il me faut une histoire. Et c'est qu'est-ce que je vais raconter? Mais c'est pas bon ça. Et je voulais pas du tout rentrer dans ce process de me dire j'ai rien à raconter, mais je vais quand même essayer de trouver quelque chose. Moi, pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui a tellement quelque chose à raconter que ça doit sortir naturellement. Et je me détestais d'être dans cet état d'esprit-là, et je me suis dit, bah tant pis, je vais rien écrire, j'ai rien à écrire. Heureusement, j'ai eu une idée. Donc là, je suis reparti sur un truc, et ça y est, c'est reparti sur autre chose. Mais donc, voilà, l'idée doit précéder l'envie, l'idée doit précéder la routine et le contrat. Si tu écris parce que tu as un contrat, à moins d'être vraiment très très fort, ça va faire un mauvais bouquin. En tout cas, moi, je me vois pas écrire un bouquin parce que je dois rendre un texte à l'éditeur. Je me vois pas du tout rentrer dans cette logique-là, tu vois. Où est-ce que tu te vois, Alexis, dans 5-10 ans, si on fait un peu de prospective? J'espère en bonne santé et j'espère que ça va continuer de grimper. Quel a été ton dernier coup de cœur? Que ce soit un bouquin, une histoire, une rencontre. Alors j'ai deux coups de cœur, c'est les deux derniers bouquins que j'ai lus. Enfin non, j'en ai lu un qui est très très mauvais, mais je ne dirais pas lequel. Enfin très mauvais, non. J'ai pas du tout aimé, voilà. Et j'ai lu La faille de Tillier. Et voilà, c'est Monsieur Tillier. Ce mec, après, je sais pas, 17 ou 20 bouquins, est quand même capable de te sortir un truc à tomber par terre. Donc la régularité du bonhomme me fascine. J'ai discuté avec lui il y a pas longtemps. Et il m'a remis les pieds sur terre parce que je lui ai dit, mais t'as pas des moments où tu sais pas quoi écrire? J'étais dans cette période de doute et il m'a dit, mais si, mais à chaque bouquin, je sais pas où je vais et tout. Et puis il me dit, tu réfléchis à des trucs, tu composes des trucs, et puis finalement, et puis tu l'as ton idée. Donc ça m'a beaucoup beaucoup rassuré. Et ce mec a voilà, un talent incroyable. C'est pas le seul, mais c'est le dernier que j'ai lu. Et j'ai lu Anouk Schetterberg. Alors c'est une autrice que je connais pas depuis très longtemps. Et je suis tombé sur le cul. Ça s'appelle La Nuit des Fous. C'est vraiment très très bon bouquin. C'est mes deux recommandations du moment. Et on parlait de personnes inspirantes, de parcours, de rencontres. Quelle est la dernière personne inspirante pour toi que tu aies rencontrée? Waouh! Ben, je te dis, la rencontre avec, Tillier, qui est la dernière en Ah, date, qui c'était, ouais, c'était ouais, récent. c'était il y a quelques semaines, ouais, ouais. Ok. Et c'est un type d'une humilité incroyable, alors qu'il a, toutes les raisons d'être arrogant et prétentieux. Donc, c'est bien, c'est une leçon, ces mecs-là. Mais sinon, tous mes potes, Norek, Lovenbruck et tout, c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup de talent et qui sont pareil, d'une simplicité et d'une volonté, enfin, qui ont une volonté de t'aider, qui est très admirable, tu vois, c'est une vraie générosité. Petit challenge de réflexion. Quelle était ta dernière première fois? Ma dernière première fois, bah, c'est la première fois que j'ai vu mon film à l'écran. Ah, Ouais. c'était il y a peu de temps. Ouais, il y a peu de temps, ouais, il y a quelques semaines. C'était ma dernière première fois. Et de voir l'aboutissement, ça a dû être. C'est quelque chose que tu as partagé avec d'autres personnes, sûrement? Ouais, bah, la première fois que je l'ai vu, je l'ai partagé avec le producteur, les deux réals et puis le diffuseur. Donc, bon, c'était un peu tendu, voilà. Et bon, tout le monde était content à la fin du truc, donc je me suis dit, bon, moi j'étais très content, très satisfait du résultat. Et c'était, ouais, c'est particulier, hein. C'est un, puis tu vois, adapté du roman d'Alexis Lepsker, Le Mangeur d'âme, euh, c'est une vraie récompense, ouais. C'est pour ça que je te dis, moi je boude pas mon plaisir, je suis très content de ce que j'ai réussi à accomplir. Euh, Mince, j'ai oublié de te poser. Comme on arrive à la fin, je cherchais les deux, trois dernières intéressantes. Ouais. Si tu prends du recul, Alexis, que tu te vois enfant ou ado, avec tout le parcours que tu as eu, et que tu te parlais à toi enfant, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais d'avoir davantage confiance en moi, de peut-être un peu moins tâtonner, un peu moins hésiter, et je me dirais que la plus dure des barrières, c'est celle qu'on s'impose à soi-même.
celle qu'on se fixe soi-même. Et si on se dit que c'est possible, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça veut dire qu'on a enlevé déjà des grosses difficultés. Je crois qu'on est on est notre première difficulté. Le fait de se dire, tu vois, j'y arriverai pas ou c'est pas pour moi, c'est le plus gros obstacle. Après, c'est dur, hein. Après, tout est difficile. Mais ça reste possible, ça reste quand même faisable. Bah, c'est dur et de par ton parcours, tu es allé sur des chemins où on ne t'attendait pas. Donc, Mm. c'est intéressant que même toi, tu dises ça. Oui, oui, mais je pense que j'ai perdu beaucoup de temps. Et donc, tu me dis de m'adresser à l'enfant, je lui dirais Mhm. d'essayer de gagner un peu de temps euh, et de foncer quand même. Tu as eu à un moment donné on va dire, syndrome de l'imposteur ou de Mais pas tout le te temps, sentir légitime? tout le temps. En fait, dès que tu prends du plaisir à faire ce que tu fais, dès qu'on on rémunère convenablement pour quelque chose que tu aimes, tu as l'impression d'être un imposteur. Parce que tu le ferais pour moins, tu vois. Donc, on m'a confié des émissions de télé alors que je savais pas en faire. Qu'est-ce que tu veux? J'étais un imposteur. On m'a demandé de faire des trucs. Toute ma vie, on m'a demandé d'être rédacteur en chef d'un magazine. Je n'avais jamais été journaliste. Je dirigeais des équipes, c'était pas des rédactions de centaines de personnes, évidemment. Mais je dirigeais des équipes de gens qui étaient journalistes et qui avaient fait des écoles de journalisme. Je n'avais jamais écrit, tu vois. J'étais leur chef. J'étais directeur de la communication, j'avais jamais fait d'études de communication ou de marketing, jamais. En fait, j'ai été imposteur toute ma vie, quoi. Et ça s'est toujours bien passé, c'est ça qui est dingue. Mais tu le vis bien. Ah bah moi je le vis bien, hein. Moi je le vis bien. Là, on m'a confié la direction d'un établissement de jeu. J'ai jamais été cadre de jeu dans ma vie. Et pourtant, je suis directeur et je crois que ça se passe plutôt pas mal. Et aujourd'hui, tu te retrouves à manager plusieurs dizaines de personnes sur ce cercle-là. Ouais, 150 personnes. 150 personnes. Ouais, 150 personnes. Donc, alors que je viens pas du milieu du jeu, j'ai été croupier, mais de façon très anecdotique, quoi. Et quel type tu es, monsieur le directeur? Je pense que je suis quelqu'un avec qui c'est assez facile de travailler. Je suis assez humain, je gueule pas. Je dis les choses de façon assez sèche et tout, mais je passe vite à autre chose. Je suis pas du tout autoritaire ou quoi que ce soit. Enfin, autoritaire. Je suis autoritaire, mais pas cassant, pas méprisant, pas humiliant. Je suis très humain, je pense. J'espère. Je pense aussi. Euh, Comment tu définirais ta propre philosophie de vie? Aujourd'hui, avec le recul, avec l'expérience que tu as, quel est ton moteur ou ton mantra, on va dire, hein? Qu'est-ce qui La t'anime? passion, la passion, je fais que ce qui m'intéresse. C'est ça qui est chiant. C'est que c'est ce qui. Je fais C'est que ce qui chiant, mais c'est grisant à la Non, fois. par exemple, dans le boulot de directeur de casino, il y a plein de choses qui m'intéressent pas, mais il faut le faire, donc ça s'englobe dans un métier qui me plaît. Donc si on fait que les choses qui nous plaisent, on n'y arrive pas, personne ne survit. Mais je veux dire, évidemment qu'il y a des trucs bien, bien, bien chiants dans ce que je fais, mais globalement, je ne fais qu'un métier qui me plaît, quoi. Et qu'est-ce que tu apprends hein, aujourd'hui? Qu'est-ce qui arrive encore à te challenger au-delà de la passion, à te motiver? Bah, diriger un casino, c'est tous les jours différent, hein, parce que tous les jours, il y a une emmerde différente, tous les jours, il y a des responsabilités, des décisions à prendre. Et j'aimerais bien de temps en temps que ce soit un peu plus plan-plan, tu vois. Mais en fait, chaque jour, il y a vraiment un truc qui me tombe sur le museau qui n'existait pas la veille. Donc voilà, c'est toujours différent. Et c'est un nouveau challenge. Tu parles de challenge, c'est un challenge différent. Bon, pas toujours difficile, mais chaque jour, quoi. Ça doit te rappeler tes débuts dans l'hôtellerie, un petit peu. Ce Oui, avec côté imprévu. une grosse, grosse, grosse différence, c'est que tu as une réglementation qui est très lourde, et avec la police des jeux qui nous regarde à la loupe. Donc tu as beaucoup, beaucoup moins de latitude. C'est très, très, très normé, et avec énormément de rigueur, et t'es vite convoqué à la police des jeux, quoi. Dès qu'il se passe un truc, t'es vite convoqué, tu vois. Donc faut pas déconner. Mais ça se passe bien, hein, ça se passe très, très bien. Mais je veux dire, c'est une industrie qui est très, très surveillée, quoi.
Alexis, on arrive bientôt à la fin de ce podcast, qui n'aura pas duré 11 heures. À qui penses-tu pour succéder à ce fauteuil et révéler son parcours? Waouh, tu veux que je fasse ton boulot en plus, c'est ça? Jusqu'au bout. Non, je trouve qu'il y a de beau dans ce projet, la continuité entre les personnes et ce maillage qui se fait de façon saine, Quelqu'un qui a une vie bien remplie et qui a plein de choses à dire sur plein de projets. par exemple. Bah dans mon milieu, je dirais Henri Leeuwenbruck. Je te sens hésitant. Ah non, pas du tout. Oh non, non, non. Non. Je réfléchissais justement à toutes les choses Ah, qu'il allait si dire. tu avais... Ouais, Et c'est quelqu'un qui a créé un magazine, qui a écrit, qui est capable d'écrire dans des styles complètement différents, qui déborde de talent. Bon, c'est pas à démontrer. Il vend très très bien depuis longtemps. Il a fait écrire beaucoup de bouquins. Et puis qui a une carrière enfin une carrière, une passion pour la moto. Maintenant, une passion pour l'écologie, qui a des avis très tranchés. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais il a beaucoup de choses à dire sur la société, etc. Et c'est quelqu'un de cultivé, c'est qui a un parcours intéressant. bon, eh Dans bien, la écoute. musique aussi. L'invitation est lancée. Dans les actualités, donc tu as le quatrième bouquin qui sort prochainement. Tu as le film également. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Cinquième bouquin, non? Attends, Cinquième, pardon. cinquième Oui, bouquin. je t'en sors un sans le Je sais vouloir. même plus où j'en suis, tu vois, c'est honteux, hein. Cinquième. Cinquième bouquin qui s'appelle D'entre les morts, qui sort en mars, chez Michel Lafon. Tu l'as reçu? Pas encore? Non, pas encore, non, non, non. Et on peut te suivre sur les réseaux également. Euh, Alexis, je vais te laisser le mot de la fin, te remercier pour ce moment de partage et de témoignage de ton parcours et de tes aventures qui, j'en suis sûr, vont inspirer nos auditeurs. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette belle émission. Bah, merci à toi, Fabien, et puis merci à celles et ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout. J'espère qu'ils ne sont pas trop endormis sur mon parcours et qu'ils ont trouvé deux, trois trucs intéressants. Effectivement, le plus enrichissant, je pense que après cette vidéo, c'est l'échange. Donc, s'il y a des gens qui veulent me poser des questions ou voilà, partager leur ressenti, ben, qu'ils le fassent bien volontiers sur les réseaux sociaux. En général, je réponds à tout le monde. Si je vous réponds pas, il faut me relancer, c'est que j'ai pas vu. Mais j'essaie de répondre à tout le monde, à tous ceux qui s'adressent à moi, donc n'hésitez pas. On ne manquera pas à mettre tes réseaux sur les descriptions ici et là pour que vous puissiez retrouver facilement. Merci à toi, Alexis. Merci, Bonne journée. salut.